Ça fait plaisir quand même de voir autant de monde à ce 5e rendez-vous de l'économie ce soir, qui, comme vous le savez, est dédié au marketing et à la communication à l'ère du digital. Cette soirée d'échange est co-organisée par la CCI et la Société Devenir, le représentant calédonien de l'ESSEC, comme vous le savez, l'École supérieure des sciences économiques et commerciales. Nous allons ainsi parler des grands enjeux du e-marketing et de la communication web à l'heure où la relation client s'est développée à un niveau jamais atteint auparavant, dans un contexte où l'interaction permanente semble désormais de mise. C'est un sujet qui interpelle les Calédoniens, comme atteste votre présentant ce soir. Et c'est une évolution, ou même peut-on parler peut-être d'une révolution, que la CCI accompagne notamment à travers ses formations courtes, comme ces modules d'initiation à la communication digitale, les sections qu'on fait sur comment booster sa notoriété sur la toile et sur comment réussir son référencement web et son community management. Des questions que la CCI se pose elle-même, d'ailleurs, alors qu'elle est en train de refondre son site internet et de s'asseoir sa présence dans les réseaux sociaux, quelque chose qui est devenu presque obligatoire aujourd'hui. La digitalisation de nos données et la dématérialisation de nos services figurent en effet parmi nos plus grands défis actuels, car notre but est de rendre nos actions et l'information toujours plus accessibles, toujours plus personnalisées et toujours plus utiles à nos ressortissants. Des préoccupations sans aucun doute très familières à nos deux invités, le professeur Jean-Marc Zuareb, responsable du département marketing de l'ESSEC à Paris, et Arnaud Gervais, directeur commercial et marketing d'Ercalin, une des entreprises calédoniennes ayant déployé le plus efficacement ces pratiques de e-marketing ces dernières années. Donc, merci beaucoup, monsieur, d'être parmi nous. Et avant de laisser la parole à la journaliste Elisabeth Opla, qui sera l'animatrice de cette soirée, je tenais à vous annoncer que notre prochain rendez-vous de l'économie aura lieu le 22 juin prochain et sera consacré au thème de l'innovation dans le tourisme. Alors, je vous souhaite tous une très bonne soirée. Merci Madame Sigaud. Bonsoir et donc bienvenue à ce rendez-vous sur le thème du marketing et de la communication à l'ère du digital. On peut dire aujourd'hui que le digital, c'est un nouveau mode de vie qu'on épouse tous au quotidien depuis quelques années déjà. Donc les technologies du web, et puis surtout la généralisation de leur accessibilité ont modifié les comportements des consommateurs tout en offrant aux entreprises de nouvelles manières d'interagir avec eux. C'est surtout la raison pour laquelle vous êtes tous ici ce soir. Donc, je vais ensuite laisser la parole à Jean-Marc Zuareb qui va nous détailler tout ça. Donc, Jean-Marc, Jennifer, vous l'avez présenté. Je vais aller un petit peu plus loin dans les présentations, puisqu'effectivement, Jean-Marc est enseignant à l'ESSEC en marketing et en stratégie marketing. Donc, ces grands centres d'intérêt, c'est la gestion de l'innovation et la stratégie d'entreprise. Donc, forcément, le web est devenu un de ces grands domaines, je dirais, d'expertise. Mais il a également réalisé et encadré des missions, en tant que dans le cadre d'un cabinet de conseil, c'est ça, dans les secteurs du transport aérien, des biens d'équipement et des services industriels. Donc, il connaît bien sûr très très bien le monde de l'entreprise et donc il vient régulièrement en Nouvelle-Calédonie, qu'il connaît bien aussi maintenant, puisque tous les ans, il vient animer des modules de marketing dans le cadre des formations de l'ESSEC qui sont proposées à Nouméa donc par la société Devenir. Donc, Jean-Marc va nous faire une présentation qui répond à 3 principales questions. Quelle place pour le marketing digital ? Comment le déployer? Quels bénéfices en retirer? Et Arnaud Gervais viendra donc témoigner de la mise en place d'une stratégie de marketing digital au sein de la compagnie aérienne Ercalin. Et donc, nous pourrons ensuite échanger tous ensemble. Vous pourrez poser des questions à Jean-Marc comme à Arnaud. Et pourquoi pas témoigner également de ce que vous avez fait, vous, au sein de votre entreprise ou des problématiques que vous rencontrez. À la suite de ces échanges, nous vous invitons à continuer la soirée dans la salle Chalier en face, dans laquelle vous sera servi un cocktail qui est offert par la société Devenir.
Donc, je vous laisse à présent en compagnie de Jean-Marc pour appréhender les nouvelles technologies offertes aujourd'hui par le monde du digital. Bien, merci beaucoup. Écoutez, je suis très heureux que vous soyez aussi nombreux ce soir. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Donc, merci de vous être déplacés un jeudi soir pour cette présentation. Alors, je vais vous parler un petit peu du digital, mais j'ai choisi d'axer ma présentation sur l'un des points que permettait le digital, qui est l'hyperpersonnalisation. Quand on passait par des médias classiques, arriver à hyper-personnaliser, c'était extrêmement compliqué. On arrivait au mieux à faire une personnalisation via des segments, mais on n'arrivait pas à vraiment correspondre directement avec un individu et lui-même. Avant, je voudrais resituer un petit peu le débat. Comme ça vous a déjà été dit, le digital, c'est la nouvelle normalité. Dans certains secteurs industriels, aujourd'hui, il y a plus de 50% des ventes qui sont réalisées via des canaux digitaux. C'est le cas, par exemple, dans l'hôtellerie, dans le transport. Vous prenez l'hôtellerie entre Airbnb, les centrales de réservation et tout ce qui peut exister, y compris Travelbird ou équivalents qui vous font des soldes au dernier moment. Vous avez plus de 50% des ventes qui sont réalisées sur le digital. Et ça touche de plus en plus de secteurs industriels. Aujourd'hui, dans les cosmétiques ou dans les livres, on est à plus de 30% de ventes réalisées sur des canaux digitaux, hors des canaux traditionnels. Donc le digital, il s'immisce partout. Il est présent dans nos vies. Vous avez tous eu le compteur de pas. Vous avez abandonné au bout de 3 mois. Mais ça a été le premier objet connecté qui soit largement diffusé. Mais maintenant, des objets connectés, vous en avez partout, que ce soit votre balance, que ce soit votre frigo, et qui vont communiquer entre eux. Vous avez même maintenant des ampoules qui sont connectées et qui vont réagir en fonction, et qui vont être connectées à votre iPhone. Et quand vous allez passer d'une pièce à l'autre, elles vont capter votre iPhone, elles vont donc se déduire qu'il y a quelqu'un dans la pièce, et la lumière va s'allumer. D'accord ? Bon, ça peut apparaître gadget, mais on a de plus en plus d'objets connectés. On a en plus de la géolocalisation, on verra un exemple tout à l'heure, et vous avez surtout accès à une masse de données via le digital qui est des milliers de fois plus importante que ce qu'on pouvait traiter par des canaux traditionnels de recueil d'informations qui étaient des questionnaires, des focus groups, de l'analyse des ventes et autres. Là, j'arrive à croiser toutes ces données avec votre vie digitale et donc à en déduire beaucoup de choses sur vos personnalités, vos amis, vos goûts, etc. Et donc, réel et virtuel vont complètement se mélanger. Il y a encore 5 ans, ces deux mondes étaient totalement séparés. Maintenant, on parle de plus en plus d'omnicanal et du fait qu'on va retrouver les mêmes offres ou des offres qui vont être comparables, quel que soit le canal, et qu'on va savoir quand vous êtes dans un magasin, donc dans le monde réel, quelle a été votre vie digitale au préalable, quelles offres vous avez pu avoir accès, etc. Donc tout ça forme ce qu'on appelle le digital, et vous allez avoir des écrans d'assistance, vous allez avoir des QR codes. Bon, ça n'a pas été ça n'a pas été un grand succès en France, mais surtout, on va pouvoir jouer sur la géolocalisation. Alors là, on va faire un test. Je vais demander à tous ceux d'entre vous qui ont un iPhone de le sortir. Allez-y, sortez-le. Et vous allez suivre ce que je vais vous montrer pour vous montrer un petit peu les traces que vous laissez quand vous vous servez de votre smartphone ou quand vous vous servez quand vous avez une vie sur Internet. Donc, vous allez aller sur Système. OK ? Vous y êtes tous ? Maintenant, vous allez aller sur Confidentialité. OK ? Vous êtes tous sur Confidentialité. Maintenant, vous allez aller sur Service de localisation. Ça, c'est mon iPhone. Hein. Je vous dévoile une partie de ma vie privée, là. Maintenant, vous allez aller sur Service Système. OK ? Vous y êtes tous. Maintenant, vous allez descendre et vous allez cliquer sur Lieu fréquent. Enfin, tapoter sur Lieu fréquent. Et là, ça va commencer à différer. Ça, c'est les lieux fréquents sur lesquels j'ai été au mois de mars. OK ? Ça, c'est chez moi. J'ai quand même été 32 fois, hein. C'est rassurant. Et il y a même les horaires pendant lesquels j'étais chez moi. Vous pouvez constater que je pars tard de chez moi, mais que je rentre tard quand même, etc. J'aurais pu vous montrer mon lieu de travail, j'aurais pu vous montrer mes lieux de loisirs, j'aurais pu vous montrer la banque à laquelle je vais, et imaginons que j'ai d'autres vies,
elles auraient transparu dans mes lieux fréquents. D'accord? À votre avis, qu'est-ce que deviennent ces données? Vous croyez qu'elles restent dans votre iPhone? Regardez ce qui se passe très souvent. Quand vous autorisez un certain nombre d'applications, vous leur autorisez l'accès à vos données système. Qu'est-ce qu'elles vont prendre à l'intérieur de vos données système? Vous pouvez toujours vous accrocher. J'ai lu dans le détail les clauses de service. On vous dit simplement qu'on accède à vos données système, mais qu'on vous promet qu'on les utilise que dans le but d'améliorer la qualité du service qui vous a offert. Certes. Certes. Bon, alors je ne vous conseille qu'une chose, c'est supprimer le lieu fréquent. C'est très simple à faire, et je vous signale qu'il y a une affaire qui a été jugée à Paris, une affaire de divorce, dans laquelle les lieux fréquents avaient été utilisés. D'accord? Je vous laisse deviner dans quelles circonstances. Okay? Bon. On parlait, donc tout ça pour vous montrer que vous laissez des traces. Dès l'instant où vous servez d'un navigateur quelconque, vous laissez des traces. On sait par quel site vous êtes arrivé là-dessus, on sait par quel site vous êtes passé, et on sait si vous êtes abonné Facebook ou pas, on a votre adresse IP, et à partir de là, je peux reconstituer une grande partie de votre vie numérique. Donc, 2 conseils, si vous utilisez Google Chrome, vous ne le faites qu'en mode incognito, et vous supprimez tout ce qui est lieu fréquent et accès à vos données personnelles sur votre smartphone. Sinon, j'arrive vraiment à reconstituer votre vie et à savoir qui vous êtes, ce que vous faites, où vous allez et à quelle heure vous êtes. Et à partir de là, vous voyez ce que je peux faire. Okay? Bien, si je resitue un petit peu le détail, et si je resitue un peu le cadre, comme vous savez, en marketing, on parlait des 4 P. En marketing digital, on va parler des 5 S. Le premier S, ça va être pour le sell, donc pour les ventes. Le fait d'être présent sur le monde digital ou dans le monde digital va vous permettre d'augmenter vos ventes. Comment? D'abord, vous allez être capable de servir un certain nombre de clients qui va être impossible de servir quand vous êtes sur des ventes ou des réseaux de distribution classiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont des besoins, des attentes qui sont très spécifiques, qui ne sont pas suffisamment nombreux, et que dans des modes de distribution classiques, je ne peux pas avoir l'intégralité de la gamme de tous les fournisseurs. Je vais donc avoir une gamme de produits qui va être plus large, et je vais utiliser le digital pour être présent, pour les attirer dans le offline, donc dans les points. Ça, c'est ce qu'on appelle la longue traîne. Vous avez une gamme de produits qui est très vaste, et cette gamme de produits, en fonction du canal de distribution, elle va être plus ou moins large. Et quand vous êtes en grande distribution, vous allez avoir les produits qui ont le plus fort volume de vente, et donc le taux de rotation le plus élevé, mais par contre, la gamme va être relativement restreinte. Ensuite, quand vous allez rentrer dans la grande distribution spécialisée, là, vous allez avoir des gammes qui vont être plus importantes, et jusqu'à des magasins spécialisés et autres. Et auparavant, on allait jusqu'à ce qu'on appelait la vente par correspondance ou la vente à distance, et donc les catalogues plus ou moins spécialisés que vous receviez. Mais ça vous permettait de traiter que 30% des ventes qui étaient possibles. Ou plus exactement, ça vous permettait de traiter que les 30% de produits dont les ventes étaient les plus importantes. Et vous aviez 70% de votre gamme de produits pour lesquels il y avait des clients, mais qu'on n'arrivait pas à traiter dans le cadre des canaux de distribution traditionnels. Et ça, c'est le domaine d'Internet. Voilà, ça c'est Amazon. Et Amazon réalise 43% de ses ventes sur des livres que vous trouveriez aussi dans les canaux de distribution traditionnels, donc les best-sellers, les hauts volumes, le prix Goncourt, etc., etc. Et 57% de ses ventes sur des livres ou des objets que vous ne trouverez pas dans les canaux de distribution traditionnels. Parce qu'il y a trop peu de personnes qui sont intéressées par ces produits, et donc les avoir en gamme, les avoir en linéaire ne serait pas rentable parce qu'il n'y aurait pas un taux de rotation qui soit suffisant sur ces produits. Donc grâce à Internet, vous pouvez maintenant traiter ce qu'on appelle la longue traîne, c'est-à-dire cette partie de votre gamme qu'on ne pouvait pas placer dans les canaux de distribution traditionnels. Pardon. Ensuite, le digital va vous permettre d'ajouter de la valeur. D'abord, je peux faire un renouvellement permanent. Je peux renouveler en permanence ma gamme de produits, avoir en permanence une gamme de produits qui correspond aux évolutions de besoins et attentes, alors que quand vous passez par des canaux de distribution traditionnels, vous avez les effets de stock à gérer. Et entre le moment où vous lancez le produit et le moment où il est disponible en magasin, à supposer que la grande distribution l'accepte, il va se passer un certain temps. Tandis que sur Internet, ce renouvellement est permanent.
Je peux donner des informations sur Internet que je ne peux pas donner dans les canaux de distribution traditionnels, parce que les vendeurs seraient juste submergés par toute l'information qu'ils auraient à maîtriser. Puis je peux créer des avantages supplémentaires au niveau d'Internet. Et à chaque fois, j'arrive à avoir des indicateurs qui me permettent de mesurer l'efficacité de ce que je fais. Bon, ensuite, il y a le speak, donc le dialogue. Auparavant, les canaux médias étaient essentiellement monodirectionnels. C'est-à-dire qu'on partait de l'entreprise et on allait vers les clients. Les seuls moyens où le client pouvait parler directement à l'entreprise, c'est en appelant les centres d'appel. Bonjour, bon courage, délocalisé au Maroc ou en Afrique noire. C'est toujours un plaisir de dialoguer avec eux. Ou quand vous étiez sur des foires, des expositions, ou ce type de choses. Mais sinon, l'essentiel des canaux étaient des canaux monodirectionnels de l'entreprise vers ses clients. Avec parfois entre les deux les canaux de distribution qui essayaient de filtrer au mieux et d'effectuer le barrage le plus étanche possible entre l'entreprise et les clients pour maintenir leur position de force. Bon, maintenant, on peut faire des dialogues bidirectionnels. Via vos blogs, via Twitter, via Instagram, vous pouvez dialoguer directement avec vos clients. Et si vous mettez le bon hashtag, en règle générale, dans les 10 minutes qui suivent, vous avez une réponse de l'entreprise. Ce n'est pas forcément une réponse immédiate et celle que vous attendez, mais au moins vous savez qu'il y a un dialogue qui s'instaure. Même chose sur des blogs, même chose sur un certain nombre de sites. Je peux réaliser maintenant des études en ligne. Et je vais pouvoir tester en direct mes packaging, mes produits, auprès des aficionados de ma marque, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à ce que je fais, qui ont liké mon site Facebook, qui suivent mon actualité et autres. Et enfin, je peux suivre les conversations qui se tiennent sur Internet, quel que soit le média, et savoir un petit peu ce qu'on dit de moi, pourquoi on le dit, comment on le dit, etc. Alors, le bouche à oreille, maintenant, il est devenu visible pour l'entreprise, alors qu'auparavant, il ne l'était pas. Et donc, je sais ce qui se passe sur les marchés, je sais quelles sont les réactions des consommateurs, et si je réagis à temps, je peux les intégrer et y répondre. Le digital vous permet de réduire les coûts. D'abord, je peux communiquer par mail, par mail ou par Twitter ou par ce que vous voulez, à un niveau de coût qui est un pourcentage infime de ce qu'était une communication papier ou une communication média au préalable. Un envoi de milliers de mails, ça vous coûte rien ou quasiment rien. Je peux gérer des transactions en ligne et donc gérer l'intégralité de la prescription, la vente, l'utilisation directement en ligne. Et ça me permet également de réduire les coûts et notamment les coûts de self-care. Enfin, il y a beaucoup de choses que les clients vont maintenant faire eux-mêmes parce qu'ils vont trouver l'information sur comment le faire en direct sur le site. Et auparavant, il y avait un certain nombre de produits qui revenaient dans les canaux de distribution, alors que maintenant, les consommateurs peuvent les réduire par eux-mêmes, enfin, peuvent résoudre un certain nombre de problèmes par eux-mêmes. Bon, et ça vous permet aussi d'assurer la mise à jour de tous les modes de maintenance. Pour avoir travaillé dans l'aérien, vous aviez des tonnes et des tonnes et des tonnes de documentation, et régulièrement, vous receviez une note de Airbus ou Boeing qui vous disait remplacer la page, le fascicule 346.2 du volume Z par cette nouvelle page. Et donc, vous passiez votre temps à retirer des feuilles, rajouter des feuilles. Il n'y avait aucune documentation qui n'était jamais à jour. Et ça induisait parfois quelques petits problèmes, plus ou moins, voire des gros problèmes. D'accord ? Bon, là, je ne parlerai pas de... Bon. Là, maintenant, la documentation, elle est mise instantanément à jour. Et il n'y a plus de feuilles à aller remplacer dans les classeurs. Et on a accès immédiatement à la dernière version des modes de maintenance, de ce qu'il faut checker, pas checker, etc. Donc ça permet de réduire des coûts de manière importante. Bon, et puis enfin, ça vous permet d'étendre la marque en ligne et donc de faire des offres conjuguées produits-services, par exemple, qu'il était excessivement difficile de faire dans un environnement offline. Ce que vous pouvez également faire, c'est utiliser la communauté pour développer les produits. Bon, certes,
Soyons clairs, hein, on ne va pas développer le nouvel Airbus en direct avec les PAX. Hein. Mais on peut par contre créer des lieux où les compagnies aériennes vont dialoguer sur ce qu'elles attendent de l'avion, sur comment elles veulent qu'il soit configuré, etc., etc. Et on va intégrer beaucoup plus facilement que par le passé les besoins, les attentes des clients et à un niveau très en amont du développement. Ça existe même dans les produits grande consommation, comme on le verra tout à l'heure, où on va demander leur avis aux clients sur le packaging, sur des parfums par exemple quand vous êtes en grande consommation, et on va intégrer très en amont leurs besoins et leurs attentes. Et à un coût de l'étude ou de la collecte de l'information qui n'a rien à voir avec des médias traditionnels, que ce soit des enquêtes, des focus group ou équivalents. Donc vous voyez, le marketing, le digital a révolutionné la manière dont on fait le marketing. Mais il a aussi révolutionné les 4 P du marketing. Alors, les 4 P, vous les connaissez tous, hein, c'est le produit, la place, la promotion et le prix. Et là, je vais vous montrer quelques petits films qui vont vous montrer comment on peut le faire. Vous connaissez tous Oral-B, c'est des brosses à dents. La brosse à dents connectée, ça peut donner quoi? The future of oral care is here. Introducing the new revolutionary Bluetooth connected toothbrush from Oral-B, developed together with dental professionals. With this power brush and app, you and your dental professional can customize your brushing experience and receive personalized guidance to stay on top of your oral care. Each brushing session automatically activates your timer, while displaying a quadrant guide to lead you through a thorough dental professional recommended cleaning. For focused care, you can work with your dental professional to highlight problem zones and be guided through various cleaning routines for a personalized brushing experience. Plus, your app and toothbrush immediately notify you if you ever apply too much pressure. The app tracks your performance over time, allowing you to regularly visualize your progress and see your achievements. And your toothbrush easily connects to your phone so that you can receive reminders, recommendations, rewards, and even be notified when it's time to change your brush head. The new connected oral care technology from Oral-B, engineered to perform. Ça vous a fait sourire? Il y en a combien d'entre vous qui, en tant que parents, sait combien de temps vos enfants passent à se laver les dents? D'accord? Bon, vous voyez l'intérêt de ce type de choses maintenant? OK? Bon, alors je ne peux pas vous le dire aussi brutalement dans la publicité, mais c'est surtout utilisé par les parents pour vérifier que les enfants se brossent bien les dents et que ce n'est pas juste mouiller la brosse, quoi. D'accord? Ensuite, prenons le prix. Auparavant, on avait accès à un nombre de fournisseurs qui était relativement limité. On n'allait pas passer son temps à demander des devis ou faire le tour de Nouméa, enfin Nouméa peut-être pas, mais de la ville où vous habitez pour comparer les niveaux de prix. Maintenant, vous avez un certain nombre de sites sur lesquels vous décrivez les travaux que vous voulez faire le plus précisément possible. Donc vous mettez votre cahier des charges, ça part automatiquement à un grand nombre d'entreprises et vous allez recevoir une multitude de devis. Donc à un niveau de coût et à un temps passé qui est infime par rapport à ce que ça aurait pu être sans le digital. Mais ça touche aussi les produits grand public ou les produits de grande consommation. Ça, c'est quelque chose qui a été développé par Amazon et qui vous permet de comparer les niveaux de prix. Donc là, vous avez les niveaux de prix dans le monde online. Comme vous allez le voir, vous allez l'avoir aussi dans le mode offline. Et on va vous géolocaliser et on va vous dire le prix du livre que vous recherchez dans un rayon d'un demi-mille autour de vous. Voilà ce que ça donne. D'accord? Donc là, comparer les prix, ça devient beaucoup plus simple. Et en tant que consommateur, maintenant, vous êtes capable de comparer les prix. Et donc, étant capable de comparer les prix, votre pouvoir de négociation, il est très nettement renforcé. Non, mais il y a pire. Hein. Là, j'ai choisi des trucs qui n'étaient pas trop intrusifs. Hein.
Ça va modifier aussi tout ce qui est distribution. Auparavant, la distribution, il fallait vous déplacer, vous renseigner sur l'offre, etc. Ou alors regarder des catalogues ou autres. Là, en fait, la distribution, elle peut être chez vous. Et ça, c'est quelque chose qui a été développé pour Evian. Bon, vous connaissez tous les publicités d'Evian. J'ai perdu ma souris. Essayez de la récupérer. Je ne sais plus où est mon curseur. Bon, super. Voilà, je l'ai retrouvé. Hop. Comme vous le voyez, la distribution, elle est chez vous maintenant. Le produit, il est directement chez vous et vous le commandez directement de chez vous. Alors, vous vous rendez bien compte que sur la porte de votre frigo, vous n'allez pas avoir la goutte d'eau Evian, la goutte d'eau Volvic, la goutte d'eau Trucmuche. Il va y en avoir une. Et celui qui arrivera à la placer en premier, il va avoir un énorme avantage sur tous les autres. Que vous pourrez commander directement sur celui-là et commander facilement sur celui-là. Bon, et puis enfin, si on regarde la promotion, là, en 2014, si on regarde les budgets de communication, pour la première fois, la part des budgets communication des entreprises qui a été dépensée, qui a été investie sur les réseaux online, a été supérieure à 50%. Aujourd'hui, on est à près de 60% des budgets communication des entreprises, bon, j'inclus communication, publicité, etc., qui est investi sur les médias digitaux, que ce soit les blogs, les pages Facebook, Twitter, YouTube, tout ce que vous voulez. Et ça a dépassé les budgets communication mis sur les médias classiques. Ce qui explique pourquoi les télévisions, entre autres, ont quelques problèmes de trésorerie et financiers en ce moment. Donc ça, c'est sur les budgets communication. Mais ça a surtout joué sur un autre point, qui est qu'auparavant, on consacrait 20% du budget com à la création et 80% à la diffusion. Pourquoi? Parce que diffuser sur la télé, ça avait un coût, sur des journaux, ça avait un coût, etc., etc. Maintenant, vous avez des canaux de diffusion qui sont gratuits, qui sont YouTube, qui sont Snapchat, qui sont Facebook, et sur lesquels il vous suffit de déposer vos publicités, vos budgets de communication, et ils vont, s'ils sont bien faits, faire preuve de viralité, c'est-à-dire que très rapidement, vous allez atteindre des dizaines, des centaines, des millions des centaines de milliers, des millions de vues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir réinvestir dans la création. Et on va sortir du lave plus blanc que blanc ou du crapoteau bastard ou autre slogan qui était, comment dire, un peu, qui manquait un peu de force. Là, je vais vous montrer quelque chose qui a été fait pour Volvo. Volvo Trucks, la publicité pour des camions, faut quand même oser. Hein. Et avec Jean-Claude Van Damme. Oui, avec Jean-Claude Van Damme dans le texte. Alors voilà ce que ça peut donner. C'est plus de 50 millions de vues cette vidéo. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection. A pair of legs engineered to defy the laws of physics. And a mindset to master the most epic of splits. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time.
ça a été réalisé sans trucage. Hein. C'est vraiment Van Damme. Vous l'avez vu dans le texte. C'est vraiment Van Damme qui joue avec les camions. Et allez sur YouTube, vous tapez le making-of de ce film et on vous explique vraiment comment il a été réalisé, sans trucage, etc. Ça, c'est devenu complètement viral. Il y en a combien d'entre vous qui l'avaient vu auparavant? D'accord, bah vous voyez, donc ça a été... il y a à peu près 40% de l'assistance qui l'avait vu. Il y en a combien d'entre vous qui possèdent un camion parmi ceux qui l'ont vu? D'accord. Bon, vous voyez l'impact que ça peut avoir en termes de notoriété, en termes d'image, etc. Alors après, quand ce type de choses devient viral à ce niveau-là, vous avez tout un tas de fakes qui s'en emparent. Et il y en a un qui est très célèbre avec Chuck Norris qui fait exactement la même chose, mais pas avec des camions, mais avec des avions. Voilà. Et il fait pareil, un grand écart entre deux ailes de Jumbo qui volent, avec en plus une pyramide humaine autour de lui. Bon, enfin bref. Et ça ne fait que renforcer les choses. Regardez Evian, vous connaissez toutes les pubs avec les bébés. Et d'abord, il y a eu les bébés qui nageaient, etc. Puis après, le bébé qui était... l'adulte qui était devant une vitrine. Et on voyait le bébé qui reproduisait les mêmes. Et alors, ils le font ça maintenant en fonction de l'actualité. Au moment où on a eu le lancement de Spider-Man 6, il y a eu un spot Evian avec Spider-Man adulte et Spider-Man bébé, qui faisaient exactement la même chose, l'un derrière l'autre. Et ça vous crée une notoriété pour la marque qui est extrême. Et vous avez des personnes qui attendent les spots Evian. Et là encore, à un coût de diffusion qui est extrêmement faible, parce que quand vous arrivez à faire quelque chose qui passe bien, qui a un vrai message et qui sort un peu de l'ordinaire, il devient viral quasi immédiatement. Alors, si je regarde maintenant un peu, si je rentre dans le sujet, donc de la segmentation, de la personnalisation. Là, je vous prends l'exemple de Coca-Cola, donc quand même produit banalisé, standardisé à l'extrême. Si on regarde un peu les différentes époques, bon, au départ, on a eu une approche de masse, c'était le même Coca-Cola pour tout le monde ou à peu près tout le monde. Donc un produit unique, on ne visait pas un public particulier, un segment particulier. Au milieu du XXe siècle, on a commencé, enfin à la suite de la Seconde Guerre mondiale, les GI ont amené le Coca-Cola avec eux et le Coca-Cola s'est répandu à peu près partout. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait des goûts qui étaient un peu différents et donc on a adapté la recette en fonction des consommations, enfin des modes de consommation locaux. Mais Coca-Cola gardait la maîtrise du sirop et garde toujours la maîtrise du sirop. Elle est produite à Atlanta et exportée après dans le monde avec quelques différences d'un pays à l'autre. Ensuite, en 82, on a commencé à étendre la gamme et à s'intéresser à des segments particuliers. Donc on a lancé le Diet Coke, le premier Coca-Cola Light, après s'être planté sur le classique Coke. Et là, qu'est-ce qu'on visait? Un segment particulier qui était les femmes soucieuses de leur bien-être et de leur ligne. Bon, après, on a tenté d'autres approches. Vous avez eu le Cherry Coke, le Coca à la cerise, le Vanilla Coke. Il y en a même eu un qui était vert. Je ne me souviens pas quel goût il avait. Donc ça a plutôt été des succès d'estime. En 2005, on a lancé le Coca Zéro. Le Coca Zéro, lui, il était destiné aux hommes. Il avait un packaging qui était, comme vous le voyez, plus viril, plus masculin. Bon, tout ce qu'on peut en déduire, c'est que les hommes ont 25 ans de retard sur les femmes quand il s'agit de prendre conscience de leur bien-être et de leur ligne. Bon, et puis en 2011, là, on a tenté l'hyperpersonnalisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous aviez les prénoms qui étaient écrits sur la bouteille de Coca-Cola et tout le monde recherchait la bouteille à son prénom. Une fois qu'on l'avait, on l'a posé quelque part, on l'achetait, mais au moins on avait eu à un moment donné la bouteille à son nom. Alors, en fait, auparavant, quand on regardait le marché, on commençait par segmenter et donc regrouper des consommateurs qui avaient des comportements, des attitudes, des besoins, des attentes qui étaient proches, puis on décidait de servir un certain nombre de ces segments. Et donc, on choisissait de servir 3 segments, par exemple, c'est le cas ici. Et les autres ont décidé de ne pas les servir parce qu'on n'avait pas les bons produits ou parce qu'il n'y avait pas un volume suffisamment important ou un potentiel suffisamment important. Et donc, on abandonnait une partie de la cible. Ou alors, le coût de service était beaucoup trop élevé par rapport au potentiel ou à la marge de ces consommateurs. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut hyper personnaliser.
et je peux donner à chaque consommateur le produit qu'il attend. Alors après, supposez que ce soit rentable. On ne va quand même pas oublier les règles de base du business. Bon, et puis en plus, ça correspond aussi à une évolution des clients. Le client, il a de plus en plus tendance à se considérer comme différent, comme unique. Alors, en marketing, on parle d'hypertrophie narcissique. Bon, retenez surtout qu'il a un ego qui est de plus en plus élevé. Il a tendance à se considérer comme de plus en plus unique. Et donc, il ne veut pas avoir le même produit que tout le monde. Et donc, il va rechercher un produit qui lui correspond ou un produit qui lui soit unique. Donc, le client s'est un peu émancipé de ses offres et il a un besoin de reconnaissance individuelle qui est de plus en plus marqué et qui passe par une individualisation de sa consommation. Attendez, soyons clairs. En tant que client, je ne vais pas rechercher une individualisation sur l'intégralité de mes achats. Par contre, sur des achats qui sont importants pour moi, sur des achats qui définissent ma personnalité, mon style de vie, ma classe sociale, mon niveau d'études ou tout ce que vous voulez que j'estime correspondre à ma personnalité, là, je vais rechercher une individualisation. Bon, sur les petits pois, sans doute un peu moins. Mais donc sur tous des objets qui sont importants pour moi, je vais les rechercher. Et à partir de là, on va essayer d'hyper-personnaliser au mieux. Alors comment on peut hyper-personnaliser? Comme je vous l'ai dit, d'abord par la co-création. Je vais faire participer mes consommateurs à la définition de mes produits, à la construction de mes produits, au choix des packaging, au choix des modes de communication. Vous avez des sites qu'on appelle des sites de crowdsourcing. On va faire intervenir des consommateurs très en amont dans toutes les stratégies marketing, soit des stratégies d'innovation, des stratégies de communication et autres. Là, c'est l'exemple que je vous montre, c'est Doritos. Doritos, vous connaissez tous, c'est une marque de snacking. Et depuis à peu près 5-6 ans, ils réalisent toute leur communication avec les aficionados de la marque, qui participent très en amont, qui donnent des idées, qui vont dans la construction du storyboard, qui réagissent à chaque étape de la construction et qui vont très en amont. Bon, et puis après, on les fait voter sur les 2-3 projets qui ont émergé et Doritos filme le choix qui a été réalisé par les aficionados de sa marque. Et ça, c'est une pub, vous savez, pendant le Super Bowl, il y a des pubs qui ne sont tournées que pour le Super Bowl. Et à chaque Super Bowl, on élit la meilleure pub qui a été vue lors du Super Bowl. Super Bowl, ça dure 4 heures, donc 2 heures de pub. Donc, on a le temps d'en passer quelques-unes. Et cette pub a obtenu le prix en 2015 de la meilleure pub. I hope it's not contagious. So I do have it. When your mom wakes up, can you tell her about me? Bon, je pense que ça vous dit quand même pas mal de choses sur le consommateur moyen, l'aficionados de Doritos. Mais bon, voilà. Bon, ensuite, je peux personnaliser ma communication. Maintenant, auparavant, j'étais obligé d'avoir des communications qui étaient très générales, qui s'adressaient à l'ensemble de mes consommateurs. Et plus vous adressez à un nombre de consommateurs qui est important, moins le message peut être spécifique, moins le message peut être recherché. Et là, grâce à ces médias, vous pouvez mettre, enfin ces médias digitaux, vous pouvez mettre à disposition de vos consommateurs des communications qui vont leur être adaptées. Là, je vous cite l'exemple de Chanel. Allez sur le site de Chanel, vous verrez qu'il y a un onglet qui s'appelle Inside Chanel. Enfin, Inside Chanel, pardon. Et à l'intérieur de cet onglet, vous allez avoir un peu plus d'une vingtaine de communications qui sont spécifiques à Chanel et qui vous parlent de Coco, de la petite robe noire, de comment on crée un parfum, comment on a créé le dernier parfum, etc. Et ils en sortent à peu près un par mois. Et vous avez des personnes qui sont aficionados de la marque qui attendent ces communications. Là, je vais vous en montrer une qui porte sur Marilyn Monroe. Tout le monde sait que Marilyn Monroe aurait dit qu'elle ne portait la nuit que quelques gouttes de Chanel numéro 5.
Et pendant très longtemps, ça a été une légende urbaine qui circulait. Et là, Chanel s'est intéressé à Marilyn Monroe. Et voilà, voilà ce que ça donne. Questions like, well, just an example, what do you wear to bed? You wear pajama tops, the bottoms of the pajamas, or the nightgown, or what kind of, so I said Chanel number 5, because it's the truth. And yet I don't want to say nude, you know, but it's the truth. Bon, ça, vous vous rendez bien compte que le diffuser sur un média grand public, c'est un peu compliqué. C'est d'abord très long, ça dure un peu plus de 2 minutes, et tous les Inside Channel durent 2 minutes. Et ça n'intéresse quand même qu'une partie de votre clientèle, y compris de votre clientèle. Par contre, la partie que ça intéresse, c'est vraiment les aficionados de votre marque, ceux qui pensent, qui vivent Chanel très régulièrement. Et ça va renforcer complètement leur attachement à la marque de faire ce genre de choses. Bon, vous avez vu, c'est essentiellement un travail d'enquête. Quand vous regardez le coût de la création en tant que tel, on a en gros filmé des magazines et on a mis de l'incrustation lumineuse, enfin de l'incrustation texte à l'intérieur des images. Le coût de création de ce type de choses est relativement restreint. Par contre, l'impact que ça a auprès des aficionados de votre marque, il est extrêmement important. Et allez faire un tour sur le site Inside Channel ou allez voir sur YouTube combien de fois cette vidéo a été regardée. Et vous verrez que c'est impressionnant par rapport au coût de création de cette vidéo. Donc on arrive à communiquer, bon, on arrive à personnaliser les packaging. Bon, là, je vous montre Coca-Cola, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont tenté la chose. Et surtout, grâce au digital, on arrive à offrir de plus en plus de services pour aider les clients à choisir et pour les accompagner, y compris sur le lieu de vente. Il y en a combien d'entre vous qui ont téléchargé Makeup Genius sur leur iPhone? Bon, il y a combien d'entre vous qui en avaient entendu parler? Bon, alors maintenant, je poserai la question à la fin pour combien veulent le décharger. Voilà un peu ce qu'on peut faire avec le digital.
partagez avec vos amis, il y a des limites au narcissisme hein, quand même. D'accord, vous avez compris comment ça fonctionne. On fait du morphing sur votre visage et après on rajoute le cosmétique que vous souhaitez tester ou que vous souhaitez acheter. Et ça vous permet donc de voir ce qu'il donne avant de le faire. On a fait un test hier soir et je vous promets que c'est très bien fait. Vous testez un rouge à lèvres, il y a vraiment, c'est pas un trait rouge ou la couleur qui barre votre visage. Il y a vraiment les lèvres et uniquement les lèvres qui sont colorées, entre guillemets, par le rouge à lèvres que vous souhaitez tester. Ça peut paraître idiot, mais ça vous permet d'apporter des services supplémentaires à vos clients et ça vous permet surtout de leur faire tester des produits qu'ils n'auraient jamais achetés sans savoir ce qu'ils pouvaient donner. Alors après, on aurait pu essayer avec une démonstratrice quelconque, comme on le voit souvent dans chez Marionneau ou équivalent, mais il y a certains produits ou certaines couleurs, là, vous les achèterez parce que vous voyez ce qu'elles donnent, alors que vous ne les auriez pas achetés naturellement. Même chose sur des colorants pour les cheveux, vous pouvez les tester directement. Et si vous êtes chauve, on peut même vous rajouter des cheveux si vous voulez. Donc, voilà. Bon. Ensuite, ce qui est le plus important et ce qui va avoir le plus d'impact dans les années à venir, c'est qu'on peut intervenir directement maintenant dans le parcours des clients et au moment de l'achat. Regardez ce qui se passait auparavant. On recevait tout un tas de pubs. Bon, là, je vous en mets une qui est arrivée chez moi de Kobo, mais vous recevez celle de la Fnac, d'Amazon, etc., etc., qui vous disent, Monsieur Xwereb, voilà les nouveaux livres, voilà ce qu'on vous recommande, etc., etc. Mais en règle générale, elles arrivent à un moment où on n'est pas en intention d'achat, où on n'est pas en achat. Donc, dans la plupart des cas, elles partent à la corbeille en ayant été vaguement regardées, voire pas ouvertes du tout. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas capable à ce moment-là d'intervenir au moment où vous êtes en interrogation sur un produit que vous voudriez acheter, au moment où vous êtes en train de l'acheter. Maintenant, avec le digital et l'introduction du digital dans le offline, on est capable de le faire. Là, ce que vous voyez, là, le caddie, vous avez en fait une tablette qui est intégrée sur le caddie. C'est testé actuellement, ça a été testé au mois de février dernier chez Carrefour à Euralille. Vous vous souvenez avant, quand vous alliez en caisse, on vous sortait le ticket de caisse et d'après vos achats, on vous sortait un certain nombre de promotions ou d'incitations à acheter des produits qui étaient comparables ou des gens qui avaient acheté les mêmes produits que vous achetaient, etc. Dans la plupart des cas, le ticket, il restait dans le sac ou il partait directement à la poubelle. Là, en fait, vous identifiez avec votre carte de consommateur. Donc, le chariot et la tablette, c'est qui vous êtes. Le chariot est géolocalisé à l'intérieur du magasin. Donc, le chariot sait dans quel rayon vous êtes. Et il va vous balancer sur la tablette des promotions qui vous sont directement personnalisées et qui vont être fonction de vos achats passés. Et comme vous êtes un peu idiot, il va vous dire où est la promotion exactement et comment y aller le plus vite possible par rapport à l'endroit où vous êtes. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? J'interviens au moment où vous achetez, parce que je suis présent dans votre parcours client. D'accord ? Après, vous avez tout un tas d'autres choses qui existent. Ça, c'est les écrans sur lesquels je vais faire du morphing sur votre silhouette et je vais vous rhabiller. Plutôt que d'essayer une robe ou un jean ou ce que vous voulez, vous allez scanner son étiquette, vous mettre devant l'écran et vous allez porter le jean ou porter la robe ou porter ce que vous voulez. Et ça va vous permettre de voir à quoi vous ressemblez avec. Ça a quel avantage ? C'est que vous pouvez tester 50 jeans différents ou 50 robes différentes. Bon. Et vous gagnerez un peu de temps. Ça, c'est quelque chose qui est fait chez Leroy Merlin, qui est en test actuellement.
vous venez avec des photos de chez vous ou une vidéo de chez vous. Ils vont la rentrer dans leur logiciel et en direct, ils vont vous montrer ce que va donner telle peinture chez vous ou ce que va donner tel luminaire chez vous. Ils vont le réintroduire littéralement chez vous. Et donc, c'est un outil d'aide à la vente. Ça, c'est quelque chose qui est testé, qui a été testé en avril chez Kiabi, donc qui est une marque de vêtements pour enfants et féminins. Et ça a été testé à Beauvais. Donc Beauvais, c'est l'équivalent métropolitain de Poum. D'accord? Bon, ou on les connaît peut-être. Mais là, comment ça fonctionne? Ils l'ont testé avec une centaine de clientes, qui étaient des clientes régulières, à qui ils ont donné une carte de fidélité, mais qui a une puce RFID, donc une puce que je peux détecter, qui va échanger. Donc quand la cliente entre, j'identifie qu'elle est entrée. Et là, je vais lui faire des offres qui vont être personnalisées en fonction de ses achats passés. Et là, donc, je m'adresse à Maëva et uniquement à Maëva, et je lui propose des offres qui correspondent à ses achats passés, aux couleurs qu'elle apprécie, etc. D'accord? Bon, alors, c'est pas Maëva hein, quand même sur le que vous voyez là, c'est le modèle. Mais à la limite, je pourrais avoir fait du morphing sur Maëva et montrer Maëva avec les vêtements qu'elle porte. Bon, après, ça peut devenir un petit peu intrusif. Où est Xavier? Xavier, tu peux te lever? Xavier est là. Voilà. Alors, Xavier, on va prendre une hypothèse. Xavier ne porte que des strings. J'ai identifié que Xavier ne portait que des strings. Xavier entre dans mon magasin et je lui mets Xavier, arrivage de string léopard, avec Xavier avec le string léopard. Je ne suis pas certain que Xavier apprécie. D'accord? Bon, c'était un exemple, hein, c'était une pure hypothèse, hein, pure spéculation de ma part. Merci Xavier. Bon, et puis enfin, vous avez tout ce qu'on appelle les chatbots, donc les robots qui vont répondre directement et qui vont vous assister. Là, c'est quelque chose qui est chez Starbucks. Il a retenu tout ce que vous aviez commandé par le passé. Et quand vous demandez un refil, enfin un autre, il vous dit automatiquement la dernière commande que vous avez eue, les dernières commandes que vous avez eues. Il vous demande si vous en voulez un, dans quelle quantité vous les vendez, vous le souhaitez, etc. Donc vous voyez qu'on arrive maintenant à intervenir au moment où vous achetez, que vous soyez en ligne ou que vous soyez offline. Et je peux vraiment intervenir là-dessus. Vous êtes une compagnie aérienne. Après, il y a la CNIL, et il y a ADP et il y a la PAF. Donc, c'est un peu plus compliqué. Je vous ai identifié comme client fréquent. Donc, j'ai votre numéro de portable, de téléphone portable. Il suffit que je mette des bornes à l'intérieur de l'aéroport. Quand vous passez à côté de la borne, je vais vous identifier. Alors, vous allez dire, c'est sympa, parce que ça me permettra de vous dire, Monsieur Xvereb, votre vol, il part à la porte L Trucmuche à telle heure, vous inquiétez pas, vous avez le temps. Ça me permet aussi de vous identifier quand vous ne voyagez pas avec moi. Et ça me permet de savoir à quel guichet et à quelle heure vous avez été enregistré, donc auprès de quelle compagnie aérienne, et ça me permet de savoir à quelle porte vous avez embarqué et à quelle heure. Donc, sur quelle destination. D'accord? Vous voyez, quand je suis une compagnie aérienne, tout ce que je peux tirer de savoir combien de fois vous voyagez avec moi, combien de fois vous ne voyagez pas avec moi, et sur quelle destination et avec quelle compagnie. OK? Parce qu'après, ça vous permet de vous faire des offres ciblées sur du Auckland, par exemple, pour éviter que vous voyagez avec la compagnie aérienne de la Terre du Milieu, pour ne pas citer son nom, ou autre. Donc, je peux vraiment vous suivre dans tous vos achats et savoir ce que vous avez acheté, auprès de qui vous l'avez acheté, quand vous l'avez consommé, etc. Et ça, il n'y a rien de plus simple à faire. Un détecteur de numéro de téléphone, ça coûte 1 000 €. Okay? Et à partir de là, ça a un rayon d'efficience d'une 50aine de mètres. Tout numéro de téléphone qui passe par là, je l'identifie. Si c'est un de mes clients, paf, je peux lui bombarder un SMS ou lui envoyer quelque chose. Et si c'est un de mes clients qui me fait une infidélité, je le sais également. Okay? Donc là, j'interviens sur le lieu d'achat et le lieu de consommation. Bon, alors tout ça, ça a été aussi rendu possible avec ce qu'on appelle le big data.
On a toujours utilisé des données en marketing, ne serait-ce que pour faire la segmentation sur les besoins, les attentes, le potentiel et autres. Bon, maintenant, la seule différence, c'est que la quantité de données à laquelle on a accès, elle est quasi infinie. On parle des 3 V maintenant au niveau du big data. Le premier V, ça correspond au volume. J'ai tous vos historiques de navigation. Je sais par quel site vous êtes passé il y a 1 an et ce que vous y avez fait et combien de temps vous y êtes resté. Que ce soit mon site ou que ce soit les sites de mes concurrents. Je sais comment vous êtes arrivé sur ma page, combien de temps vous êtes resté sur ma page. Enfin, vous prenez Google Analytics ou équivalent et ça vous donne énormément d'informations. J'ai tous vos historiques d'achat en omnicanal, donc quel que soit le canal. Et si je me débrouille bien, j'arrive aussi à avoir les historiques d'achat que vous avez réalisés chez des concurrents. Je vous géolocalise en permanence. Les objets connectés que vous avez, ils envoient des données. Hein. Et les données, on ne sait pas trop ce qu'elles deviennent. Alors certes, elles arrivent sur vos téléphones, sur vos smartphones, sur votre ordinateur, mais elles partent aussi sur le web. J'ai votre adresse IP, vous avez une balance connectée, je connais votre poids. Faites-moi confiance. Bon, et puis enfin, vous avez une vie digitale. Et dans votre vie digitale, vous avez des amis, vous postez des mots, vous postez des photos, vous dites où vous êtes en vacances, c'est très pratique si je suis un cambrioleur. Vous dites quand vous partez, avec qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté, etc. Donc j'arrive en gros à savoir ce que vous achetez, pour qui vous votez, quel type de nourriture vous aimez, etc., etc. Simplement en regardant votre historique Facebook, votre historique Twitter, etc. Et j'arrive maintenant à recouper tout ça et à le rapprocher de votre historique d'achat, de vos comportements, de votre vie. Bon, ensuite, il y a une grande variété. Auparavant, on avait donné accès à des données, mais qui étaient des données hard, factuelles, qui étaient soit du déclaratif, soit du réalisé. Maintenant, j'ai aussi accès à des données qui sont non structurées. Tous les commentaires que vous pouvez laisser pendant votre vie digitale, toutes les vidéos et photos que vous pouvez mettre. Vous savez, je crois que c'est Cicéron qui disait « Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es ». Sur Facebook, je sais qui vous hantez. C'est vos amis. Et donc, je suis capable, à partir de vos amis et de leur vie, de définir aussi ce à quoi vous aspirez. Et à travers vos likes ou équivalents, j'arrive à le valider. Bon, et puis enfin, maintenant, il y a de la vitesse. Ça, c'est en quasi continu. Vous arrivez quelque part, vous passez devant mon magasin, je le sais, avant même que vous soyez devant la vitrine. Parce que je vous ai vu arriver, je vous ai vu 40 mètres avant. Donc, il y a une instantanéité de la donnée qui est maintenant accessible quasiment en permanence. Bon, après, vous pouvez mesurer des retours sur investissement, etc. Bon, maintenant, il ne faut pas se leurrer. Plus vous avez de données, plus vous avez de chances d'aboutir à n'importe quoi. Parce que vous pouvez avoir la taille de l'ordinateur que vous voulez, s'il est programmé avec des algorithmes qui délirent, quelle que soit la qualité de l'information qui rentrera, ça sera n'importe quoi à la sortie. Donc là, maintenant, ce sur quoi on travaille, c'est la qualité des algorithmes et la qualité des modèles prédictifs qui vont être utilisés. Et donc le fait de savoir qu'un individu qui a telle caractéristique va avoir tel comportement à tel moment. Mais on arrive quand même à les cibler de plus en plus précisément. Alors ça pose quand même un certain nombre de limites. D'abord, je vais quand même utiliser des données personnelles des clients. Là, il y a quand même des limites qui sont éthiques et qui sont réglementaires. Vous savez, en France, il y a un truc qui existe qui s'appelle la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Et théoriquement, vous devez déclarer toutes les bases de données que vous avez, avec leurs caractéristiques, les infos que vous collectez, etc., auprès de la CNIL, qui le valide ou pas. Bon, soyons clairs, hein, très peu de personnes le font, et il y a toujours des informations qu'on oublie de déclarer à la CNIL. Bon, mais il y a quand même des limites éthiques et réglementaires. Jusqu'à quel point je peux aller dans la collecte d'informations sur la vie privée de mes clients. Et puis après, si les clients se rendent compte que j'utilise des informations dont ils estiment qu'ils relèvent de leur vie privée, vous risquez d'avoir des réactions qui vont être négatives. Bon, ensuite, vous avez de plus en plus de personnes
qui, pour éviter ça, bloquent un certain nombre de fonctionnalités de leur ordinateur, de leur navigateur et autres, ou de leur smartphone, font par exemple de la navigation privée. Il y a combien d'entre vous qui ont déjà utilisé le mode incognito sur Google Chrome? Bon, utilisez-le tous et vous verrez que vous serez beaucoup moins ennuyés par les publicités ou par des données qui sont collectées à votre insu. Vous avez aussi ce qu'on appelle des adblockers. Vous allez sur Google, vous tapez Adblock ou Adblock Plus. C'est quelque chose que vous téléchargez, qui s'installe dans Google Chrome et qui vous bloque toutes les publicités. Moi, je l'ai installé il y a 6 mois. J'ai bloqué 240 000 publicités en 6 mois. D'accord? Alors, on ne bloque pas tout, mais on bloque quand même un certain nombre de choses. Et vous avez certains sites qui, quand ils voient que vous avez un adblocker, vous disent on ne vous donne pas accès au truc. Dans ce cas-là, vous passez en mode incognito, il n'y a plus d'historique et vous accédez au site sans aucun problème. Bon, ensuite, on a de plus en plus de nombreuses identités numériques. Moi, j'ai un LinkedIn professionnel et un LinkedIn personnel. Je vais aller regarder certaines choses, je me sers du personnel. Pareil, sur des pages Facebook, on a tous une page Facebook pro, une page Facebook perso. Et donc, il est de plus en plus difficile qui correspondent à des adresses mail différentes. Et donc, on compartimente nos activités privées, nos activités publiques. Et il est de plus en plus difficile de faire le lien entre les deux. Bon, et puis enfin, ça pose aussi un problème d'équité et d'égalité de traitement. Parce que qui dit hyperpersonnalisation dit qu'à un moment donné, je vais avoir des réponses différentes pour 2 consommateurs donnés par rapport à un même événement. Le problème, c'est que les consommateurs, ils parlent entre eux. Et quand ils se rendent compte qu'ils ont été traités différemment, ça pose un problème. Vous avez une anecdote. J'ai voyagé il y a à peu près 1 an avec un de mes collègues. Le vol a eu 6 heures de retard. On a tous les deux fait une réclamation. Alors, il se trouve que je suis Platinum à vie et que lui, il est vaguement Silver. Donc, il y a un algorithme qui a tourné quelque part et qui a dû décider que j'avais une valeur client qui était beaucoup plus importante que la sienne. Parce que là, tout va bien. Donc, moi, j'ai reçu un avoir remboursable de 800 €. Lui, il a reçu un avoir non remboursable de 400. Puis un jour, on s'est revus et on a parlé entre autres de ce vol qui était en retard. Puis il me dit, X a été super sympa, ils m'ont envoyé un avoir de 400 €. Moi, je me suis étouffé dans ma barbe. J'ai fini par lui dire, tu sais, moi, j'ai eu un avoir remboursable de 800. Il a été vexé comme un pou et il a décidé de boycotter la compagnie aérienne en question. Alors, il a d'abord écrit en leur disant, je ne comprends pas, j'ai voyagé à côté d'un collègue, on était dans la même classe tarifaire, dans le même vol, on a eu le même incident qui est 6 heures de retard. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi lui, il a eu 800 € d'avoir remboursable et moi 400 € d'avoir non remboursable? Je n'ai pas sa réponse, mais je n'ai pas la réponse de la compagnie en question, mais je pourrais vous la montrer. C'est totalement incompréhensible. Et il a décidé, suite à ça, de boycotter la compagnie. Donc voilà ce qui peut se passer aussi quand vous faites des diversités de traitement par rapport à un même événement. Si je vous envoie une pub vous disant « le produit est à 300 € », et qu'à côté, parce que j'estime que c'est un nouveau consommateur, qu'il faut que je l'attire, il est plutôt client chez mon concurrent, je lui fais le produit à 250, c'est super. En termes de marketing, tout va bien, tout est bien aligné, tout est bien rationnel, etc. Ouais, sauf le jour où les 2 consommateurs se parlent. Et où là, ils vont avoir du mal à comprendre pourquoi il y en a un qui paye 300 et l'autre qui paye 250. Alors quand vous êtes une compagnie aérienne, vous pipotez sur le Sundayrule, l'Apex, le Stay, etc., etc. Bon, quand vous n'êtes pas une compagnie aérienne, c'est un peu plus compliqué. Donc, vous avez ces problématiques d'équité et d'égalité de traitement entre consommateurs. Parce que tant qu'ils ne communiquent pas, tout va bien, mais comme maintenant ils communiquent, alors vous imaginez, je balance sur Twitter 6 heures de vol, 800 € d'avoir remboursable. Vous voyez un peu, bon, quelques followers quand même, ça risque de faire réagir un certain nombre de personnes. Okay ? Donc, faites vraiment attention à ces problématiques. Bon, il y a des limites humaines et statistiques. Donc, il y a des profusions de données qui sont collectées. Et plus on collecte de la donnée, plus elle perd de pertinence. Et plus on a du mal à relier des données qui deviennent de plus en plus compliquées à interpréter. Faire de l'analyse sémantique sur les posts que vous faites sur votre page Facebook,
bon courage. Hein. Or, les likes, dislikes, ça va encore à peu près. Ce que vous dites, oui, je peux en tirer un certain nombre de choses, mais je fais tourner 2 logiciels d'interprétation dessus et je vais avoir des conclusions qui vont être différentes. Donc, à un moment donné, ça devient difficile à interpréter. Vous avez des modèles qui sont de plus en plus complexes pour traiter tout ça. Et comme vous savez, plus c'est complexe, plus c'est incertain. Et plus c'est sensible statistiquement à ce qui rentre. Et donc, plus le modèle est complexe, plus il risque de vous amener avec une infime variation d'une variable à un résultat qui va être complètement différent. Ce qu'on appelle la théorie du chaos en statistique, avec un micro-événement qui va amener à des résultats qui vont être totalement différents à l'arrivée. Et ça, plus le modèle est complexe, plus il est susceptible de partir en vrille et de partir en chaos. Bon, et puis enfin, une fois que vous savez tout ça, arriver à le traduire dans les faits et dans les actions, ça devient quand même compliqué. Parce que ça veut dire que je vais multiplier mes offres, multiplier mes messages commerciaux, et plus je multiplie, plus il y a des chances d'erreur. Et donc, au final, est-ce que ça aura un intérêt aussi important? Bon, et puis enfin, il y a des limites économiques. C'est bien joli, toute cette personnalisation, tous ces modes de communication sur Internet, tous ces dialogues interactifs, etc. Mais ça a quand même un coût, et un coût qui est de plus en plus important. Le coût du digital dans les grandes entreprises, il y a 10 ans, c'était un pouillème du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on estime que ça tourne entre 5 et 10% selon l'entreprise. Pour quel résultat exact? Est-ce qu'on le retrouve vraiment dans la bottom line? Regardez maintenant dans certaines entreprises le nombre de personnes qui communiquent et qui passent du temps à communiquer sur les réseaux sociaux, qui entretiennent des blogs, qui entretiennent, alors perso, pas perso, professionnel, pas professionnel, qui répondent sur Twitter, qui font du community management et autres. Ça a un coût. Et ce coût, est-ce qu'on le retrouve réellement dans les ventes? En d'autres termes, où est le point d'inflexion à partir duquel l'investissement supplémentaire dans le digital va avoir des rendements qui vont être décroissants? Et là, on commence à approcher du niveau où on a des rendements décroissants. C'est-à-dire que l'investissement supplémentaire en digital se retrouve beaucoup moins dans le chiffre d'affaires et dans la marge. Bon, ensuite, on a une problématique de cohérence de marque. Quand j'ai une communication ou une dizaine de communications par an, il n'y a pas de problème. Je veux dire, je gère ma cohérence de marque, je gère ma cohérence d'image, tout va bien. Quand j'ai 8000 messages qui partent, il y en a forcément un qui n'est pas cohérent avec la marque, qui n'est pas cohérent avec mon image, qui n'est pas cohérent avec mon territoire. Quand j'ai une multitude de personnes en interne qui dialoguent avec des consommateurs, c'est pareil, ils ne sont pas tous formatés, calibrés, etc. Donc de temps en temps, il y en a un qui va être un peu en décalage par rapport au message institutionnel que je veux faire passer. D'accord ? Essayez d'imaginer que vous êtes le porte-parole de Trump. À un moment donné, ça va être difficile de faire passer de la cohérence dans les différents messages. Bon, imaginez que vous avez un Trump à l'intérieur de votre entreprise qui tweet. Vous voyez ce que ça peut donner. OK ? Bon. Bon, et puis enfin, quelle est la valeur perçue par le client? Je veux dire, c'est bien sympa d'avoir une bouteille de coca avec mon nom. Mais est-ce que je suis prêt à payer pour ça? C'est bien sympa d'avoir un mode de communication qui soit parfaitement ciblé sur Jean-Marc Ocluarem. Mais est-ce que pour autant, je vais acheter davantage de ce produit? Les marques dont je suis aficionado, de toute façon, je les achèterai quoi qu'il arrive. Et je ne suis pas certain qu'avoir une communication qui soit hyper personnalisée me fasse augmenter drastiquement mon panier moyen, parce qu'à un moment donné, je ne percevrai pas la valeur supplémentaire que m'apporte cette communication personnalisée, ce packaging personnalisé, ce produit personnalisé, etc. Donc, est-ce que je suis prêt à payer pour l'hyper-personnalisation dans l'ensemble de mes achats? Sur certains, peut-être, mais ça sera quand même une infime majorité sur lesquels je serai prêt à payer le service que je reçois. Bon, et puis de toute façon, l'hyper-personnalisation, vous doutez bien qu'on ne va pas hyper-personnaliser sur l'ensemble de nos segments. On va hyper-personnaliser sur les segments qui sont les plus rentables, ceux qui ont le plus de potentiel, et pas sur l'intégralité de mes consommateurs.
Vous êtes dans l'aérien, je vais hyper personnaliser ce qu'on appelle les HC, c'est-à-dire les hautes contributions, et pas forcément sur les sacs à dos. Enfin, ceux qui voyagent en bétaillère au fond de l'avion. D'accord? Donc, quelque part, je vais segmenter d'abord, et ensuite, sur certains segments, je vais voir comment je peux assurer une hyper-personnalisation, en tout cas, davantage de personnalisation. Si vous voulez en savoir plus, il y a un document qui existe, qu'on a rédigé avec Gemini Consulting, enfin mon ancien cabinet de conseil, et auquel vous pourrez accéder sur le site d'ESSEC Devenir. Je vous remercie de votre attention. Je pense que j'ai explosé le temps qui m'était imparti. Oui, voilà, d'accord. Bon, merci. Merci beaucoup Jean-Marc. On va s'installer à cette grande table et puis je vais demander à Arnaud Gervais de nous rejoindre, donc, qui est directeur commercial et marketing d'Aircalin. Et puis on va échanger un petit peu justement sur la stratégie de marketing digital de la compagnie. Alors, les micros fonctionnent. Alors, bonsoir Arnaud et merci d'avoir répondu à cette invitation. Bonsoir à tous. Alors, on est là pour parler d'une entreprise qui a su... Vous m'entendez ou pas? Oui. Si. Qui a su déployer efficacement une vraie stratégie de marketing digital. Alors, il y a combien de temps? Et puis quelle est cette stratégie dont Aircalin a fait le choix? Alors, on a réussi, ça reste encore à prouver. C'est chaque jour, on se pose des questions. Je pense qu'il y a certaines illustrations qui ont été expliquées ici en termes de limites, de complexité et d'obstacles. Mais déjà, merci et bonsoir à tous. Me donner l'occasion de dire quelques mots pour illustrer un petit peu le propos de M. Xuereb et en expliquant ce que fait un peu Aircalin. Alors, la stratégie digitale d'Aircalin, elle a commencé il y a 3 ans, je dirais. On a tout d'abord reconstruit une maison, puisqu'on avait un site internet qui préexistait, qui était plutôt bien administré, mais qui se contentait d'être en fait une vitrine, certes avec un moteur de vente de billets d'avion, mais qui se limitait, si vous voulez, aux bases fonctionnelles d'un vendeur. D'accord ? La première étape, ça a été d'organiser autour de cette maison, autour de ces fondations, tous les canaux d'acquisition qui sont, dont certains ont été évoqués, qui sont nécessaires pour faire venir des visiteurs dans cette maison. Donc le premier, c'est tout ce qui est web marketing, donc le référencement naturel, payant, qui nécessite des investissements pour acquérir des visites et des clients. Le deuxième, ça a été le social assez rapidement. On s'est positionné sur Facebook assez rapidement pour ce qui est community management. Et puis, et c'est le défi des mois qui viennent, on intensifie nos réflexions, nos investissements, nos travaux sur la partie data, et donc constitution d'une base de données. Donc moi, je vous rassure, on n'a pas besoin de savoir exactement les éléments de votre vie privée, ce que vous faites de 5 à 7. D'ailleurs, vous venez aux conférences de la CCI, donc on le sait déjà. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le comportement d'achat et voir quel est le niveau d'interaction avec la marque et avec les services d'Aircalin. Donc concrètement, si vous êtes fidélisé, si vous avez une carte d'abonnement, si vous êtes Flying Blue, si vous achetez un billet par an ou 10, voilà, c'est le genre de choses qui nous intéressent. Est-ce qu'on peut parler de résultats en 3 ans, d'augmentation de fréquentation de votre site Internet ou d'actes d'achat sur le site Internet? Les Calédoniens sont-ils des gros consommateurs sur le digital ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de freins? Alors, au niveau Calédonie, vous savez nous, on a des marchés très divers. La Calédonie est un gros marché pour nous, mais qui est très, très différent, par exemple, des marchés touristiques auxquels on s'adresse, comme l'Australie, le Japon ou la Nouvelle-Zélande. Mais ce qu'on peut dire de la Calédonie, c'est que ça prend bien. Alors, consommateur, il faut détailler, puisque en termes de nombre de visites, par exemple, sur notre site, tous les leviers d'acquisition dont je vous parlais, qu'on a déployés pour multiplier le nombre de visiteurs, ont plutôt bien fonctionné. En 3 ans, on a doublé quasiment la fréquentation de notre site. Donc, de ce point de vue-là, c'est une vraie réussite. Après, il faut convertir.
Hein. Dans le digital, vous avez l'acquisition, c'est une vraie stratégie à déployer pour l'acquisition, mais après, il y a une stratégie de conversion à mener pour être sûr que les gens qui viennent visiter, ils ne viennent pas juste faire un tour, consulter votre prix, mais les inciter à aller jusqu'au bout de l'acte d'achat et transformer. D'accord. De ce point de vue-là, c'est un peu plus, évidemment, c'est tout l'enjeu. On est sur des niveaux de transformation, de conversion qui sont un tout petit peu en deçà des moyennes du secteur encore. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de freins à l'achat en ligne, peut-être un peu plus en Calédonie qu'ailleurs, quoique j'en suis pas complètement, moi, convaincu. Je pense que c'est plutôt qu'il faut qu'on travaille mieux. Mais en termes d'intérêt et de réflexe sur le comportement digital, je pense que la Calédonie est plutôt mature de ce point de vue-là, même s'il y a encore plein de progrès. Alors, tout à l'heure, Jean-Marc, vous parliez de 50% des ventes qui sont réalisées en ligne. Je crois qu'on parlait de la compagnie Air France. Non, Air France réalise un peu plus de 50% des ventes directement en ligne. Et quand on compte ce qu'on appelle les intras, c'est-à-dire les agences qui sont présentes chez des gros clients, on est à un peu plus de 65%. Et quel est ce pourcentage pour Aircalin? Alors, il faudrait vérifier si c'est sur la part de vente directe ou sur l'ensemble de leurs ventes. Sur l'ensemble des ventes hors Théo. Je sors les Théo de la chose. Ouais, donc nous, on est plutôt sur un niveau de 20-25%. Et si on prend la part de vente directe qui est faite en digital, c'est-à-dire qui n'est pas faite au téléphone Aircalin ou en agence Aircalin, sur l'ensemble de notre vente directe, mais en version digitale, on est de l'ordre de 30%, 35% en Nouvelle-Calédonie. Sur certains marchés où on est moins installé, cette part est évidemment plus importante. Je pense à l'Australie, on est plutôt aux alentours de 50-60%. D'accord. Ça équivaut à peu près aux compagnies de même taille, équivalentes, comme Air Tahiti, par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même, on est discret dans ce secteur. Concernant ce nouveau canal, ces nouveaux canaux, et on échange quelques informations, mais on n'a pas de vrais benchmarks globaux, moyens du secteur. Alors on a quelques informations ici ou là avec nos confrères, on va dire, des compagnies aériennes, mais c'est encore des données qui sont un peu qu'on n'aime pas forcément partager à tout bout de champ. Donc globalement, si j'appelle Amadeus, qui est vous connaissez le système de réservation Amadeus, auquel le portail des compagnies aériennes est connecté, il ne nous donne pas ces chiffres. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, je vais faire une remarque, peut-être la faire, vous pouvez peut-être pas la faire. Vous n'êtes pas non plus aidé par l'infrastructure. D'Amadeus? Non, de l'EPT. Ah, d'accord. C'est vrai, il faut l'avouer. Est-ce que vous avez des questions à poser à Jean-Marc ou à Arnaud, ou peut-être un témoignage à apporter? On va faire passer des micros dans la salle. Alors, on en a déjà plusieurs tout au fond. Bonsoir, donc, Société Actesil. Je travaille sur la protection du patrimoine informationnel et en particulier la loi informatique et liberté. Donc, comme je suis en train de monter une formation justement sur marketing et loi informatique et liberté, ça m'intéressait d'avoir un état des lieux sur le marketing aujourd'hui à l'heure du digital. Et donc tout à l'heure, vous avez parlé du truc, et je trouve que c'est un petit peu réducteur. En ce sens où d'abord on est face à une loi, donc je pense que c'est important de respecter le cadre légal. Et quand on parle de loi informatique et liberté, il n'est pas simplement question de déclarer un traitement de données à la CNIL. Là, je dirais que c'est l'aspect procédure, c'est vraiment l'aspect de base. Ce qui est important surtout, c'est de recueillir le consentement préalable des personnes physiques dont on va récupérer, collecter les données personnelles. Et on est vraiment là au cœur du problème lorsqu'on parle de marketing et de prospection commerciale. Et juste pour finir, parce que c'est vraiment, je pense que c'est important que je puisse aller jusqu'au bout. Le deuxième point également, c'est que c'est vrai que la CNIL, on peut dire que c'est une centaine de personnes et qui n'ont pas nécessairement la capacité de tout contrôler. Pour autant, ne pas oublier que le juge judiciaire peut également constater
la violation de la loi informatique et liberté. Et dernièrement, la Cour de cassation a reconnu qu'un contrat devait être considéré comme nul à partir du moment où la base client qui en était l'objet n'avait pas été déclarée à la Commission nationale informatique et liberté. Donc on peut aller effectivement sur un risque juridique et donc commercial lourd. Et enfin, la troisième point, c'est juste constater effectivement les avertissements publics dernièrement qui ont été réalisés par la Commission nationale informatique et liberté. Je veux parler de la FNAC qui a eu un avertissement public, donc avec publication dans les journaux locaux. Je veux parler de Cdiscount et je veux parler dernièrement de Orange qui a fait l'objet également d'un avertissement public. Donc c'est important effectivement de rappeler l'importance de cette loi, d'autant plus que demain on a un règlement européen qui va davantage sanctionner les entreprises qui violeraient la réglementation et qui va davantage aussi protéger les données personnelles des consommateurs que nous sommes tous. Voilà, merci de m'avoir écouté. Alors, pour répondre à votre... pour réagir par rapport à vos remarques, j'ai parlé de la CNIL, j'ai parlé de la loi informatique et liberté, j'ai parlé des limites réglementaires qui pouvaient exister. Ce qui se produit maintenant, c'est que l'énorme majorité des bases de données vont respecter un certain nombre de règles. Notamment, elles vont s'interdire de collecter des données d'ordre confessionnel, d'ordre politique, etc., etc. Ce qui est formellement interdit. Je n'ai pas le droit d'identifier quelqu'un par un certain nombre de choses. Par contre, je suis dans la grande distribution, je sais ce que vous allez acheter. Si vous achetez des produits qui sont halal ou qui sont cachers, j'arrive à déduire à peu près quelle peut être votre religion. Et savoir que vous achetez des produits halal ou cachers, c'est absolument pas quelque chose qui est interdit par la loi. Et après, je peux le conserver et en déduire. C'est soumis à un truc. Oui, mais quand vous regardez la manière dont les fichiers sont déclarés à la CNIL, on déclare des centaines et des centaines de rubriques. Et je vais déclarer que je garde trace des produits qui sont achetés par les consommateurs. Et je vais déclarer que j'en garde trace pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Et à partir de vos données d'achat, je suis capable de déduire un certain nombre de choses qui, elles, ne seront mes déductions. Et ça, mes déductions, la CNIL ou la loi informatique et liberté, elle ne peut pas juger par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a une telle rapidité dans la collecte et dans le traitement de l'information qu'à la limite, l'information va s'effacer. Ce qui ne va pas s'effacer, par contre, c'est la conclusion que j'en aurais retenue. Il y a une telle complexité dans les bases de données à l'heure actuelle et dans les algorithmes de traitement que tout le monde peut s'y perdre et on n'arrivera pas à identifier exactement ce que vous avez connecté. En plus, après, arriver à le prouver, vous avez cité 3 affaires, mais qui ont été jugées pendant des années et qui ont abouti à des condamnations qui ont été relativement peu, comment dire. Alors, je ne dis pas qu'il faut violer la loi, je dis simplement qu'entre ce que prétend la CNIL, le cadre juridique tel qu'il est imposé et ce qu'on peut faire à l'intérieur de ce cadre juridique, il y a un certain nombre de possibilités qui sont offertes. Bon, et puis je vous signale que l'État lui-même rapproche des bases de données qu'il n'aurait pas à rapprocher et qui s'est bien gardé de déclarer un certain nombre de traitements informatiques à la CNIL sur des rapprochements entre les bases de sécurité sociale, les bases de salaire, etc., etc., ce qui lui permet de découvrir un certain nombre de choses. Et j'ai été juriste moi-même. Merci pour ces précisions. C'est effectivement un sujet très important. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Vous n'avez pas de questions? Pourtant, le sujet est passionnant. Moi, je peux dire un mot sur la CNIL, si vous voulez. Mais oui, mais on va peut-être terminer sur le sujet de la CNIL. Sur la CNIL, alors moi, je fais partie des premiers dans mon entreprise qui s'est un peu étonné de ce genre de limite, puisque c'en est une. Mais je crois que justement, c'est le meilleur garde-fou dans les entreprises privées, en tout cas, ça sera l'autorégulation. C'est-à-dire qu'à un moment, si on respecte son business, si on respecte ses clients, on ne va pas collecter n'importe quoi, on ne va pas collecter des trucs inutiles. Et dans le secteur de l'aérien, en tout cas, je ne connais aucune compagnie qui aujourd'hui
ne collecte quoi que ce soit sans l'accord de son client. C'est ce qu'on appelle être opt-in, c'est-à-dire que au mieux, j'ai le droit de vous envoyer un email pour vous demander si vous voulez adhérer à ma newsletter, si vous voulez faire partie de ma base de données, si vous voulez me donner des informations. Mais déjà, je dois vous le demander et c'est le dernier email que j'aurai le droit de vous envoyer. Donc, dans le secteur de l'aérien, c'est pas quelque chose qui, je pense, que c'est quelque chose qui pourrait se retourner véritablement contre ceux qui veulent s'amuser. Donc, on s'amuse pas, on respecte à la lettre les recommandations de la CNIL et pour autant, on a une vraie stratégie de données, constitue une base de données, ça a de la valeur, et c'est quelque chose sur lequel toutes les entreprises vont aller. Mais je pense qu'elles vont, comme elles ne s'amusent pas à frauder le fisc pour un nom, ou elles ne s'amusent pas à faire des détournements de fonds pour un oui ou pour un non, elles ne vont pas plus s'amuser à faire n'importe quoi sur ce sujet. Le véritable juge de paix, je suis désolé, mais ce sera le client, en fait. Si vous lui envoyez de l'information ou de la communication qui est trop personnalisée, qui fait appel à quelque chose qu'il estime de trop personnel ou trop intime, il va réagir et il va mal réagir. Il y a une légende à un moment donné qui était que les compagnies aériennes récupéraient votre adresse IP et quand elles voyaient que vous étiez connecté 4 fois sur le même vol, elles considéraient que vous étiez intéressé, donc elles augmentaient le prix, etc. Bon, ça, j'ai jamais vu une compagnie aérienne qui l'ait fait. Elle l'a pas fait. Pourquoi? Parce que je suis d'abord j'ai pas toujours la même adresse IP. Et le jour où je me rends compte que quand je me connecte avec mon adresse IP, donc mon ordinateur perso classique, j'ai accès à un niveau de tarif et que je me connecte avec l'ordinateur de mon collègue ou n'importe quel truc public ou n'importe quoi, j'ai pas d'historique, donc j'ai accès à un autre tarif, je pense que je vais terriblement en vouloir à la compagnie aérienne, parce que j'aurai un peu l'impression qu'elle me prend pour une quiche, pour être poli. Et comme je déteste être pris pour un idiot, je peux réagir et je peux réagir très fortement. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi dans la personnalisation des clients. Je pourrais très bien considérer qu'un client qui est fidélisé, après tout, je peux lui vendre un peu plus cher, parce que comme il est fidélisé, il est prêt à accepter un différentiel de prix par rapport à d'autres. Le jour où ce client-là s'en rend compte, je vous garantis qu'il ne reste pas fidélisé très longtemps. Et donc, vous voyez un peu le niveau de risque que vous pouvez prendre. Il faut faire attention à ne pas tomber justement dans la stratégie anticommerciale. Alors, on a une question au fond. Bonsoir. Non, en fait, je m'interroge un petit peu. Alors, au niveau de l'hyper-personnalisation, on parlait tout à l'heure du parcours client, de ce que pouvait vivre en fait un consommateur dans son parcours d'achat ou pas. Et en même temps, vous finissiez tout à l'heure en disant que c'était quand même peut-être un peu dangereux aussi d'aller trop loin dans cette hyper-personnalisation. Je vous rejoins complètement. En revanche, on ne parle pas de l'expérience client. Je pense aussi que l'hyper-personnalisation peut, à condition d'être bien menée, alors c'est toujours une notion de dosage, mais elle peut permettre une expérience client où là, le client fait super, enfin, j'ai été compris, j'ai un super service, ils anticipent ce dont j'ai envie. Donc il y a aussi cette expérience client qui est intéressante en soi et qui amène au-delà du parcours, au-delà du service. Donc enfin voilà, c'est des interrogations. Et en même temps, effectivement, est-ce que à force d'aller trop loin, on va pas au final revenir en arrière et effectivement sans mordre les doigts entre guillemets quoi. Alors il y a un certain nombre. Alors après tout va dépendre du secteur industriel. Vous êtes dans l'hyperluxe par exemple, vous pouvez vous permettre une hyper spécialisation parce que là vous allez être capable d'avoir un retour sur, une marge qui restera correcte. Dans d'autres secteurs, compte tenu de la structure de coût que vous avez, faire une hyper personnalisation, ça va être extrêmement complexe. Donc déjà, il va falloir qu'on tienne compte du business model et de la capacité qu'a ce business model à permettre ou non, à un degré plus ou moins avancé, de personnalisation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, là encore, sur des produits qui me touchent, oui, ça va être important pour moi, la personnalisation. Sur tout un tas d'autres produits, je vais m'en moquer.
Donc, il va falloir que vous sachiez, que vous arriviez à identifier ce qui est onirique, important, etc., etc., pour moi. Bon, ça, c'est des informations qui sont quand même très liées à mon style de vie, ma personnalité, et qui va vous être difficile de cerner, d'identifier. D'autant plus qu'en fonction des circonstances, des étapes dans mon cycle de vie, etc., etc., je peux développer des comportements et des intérêts qui vont être totalement différents. Donc en fait, tout ça, c'est un problème de conjonction. Et quand vous arrivez à conjuguer l'hyperpersonnalisation avec le narcissisme personnel à un instant T, ça fonctionnera très bien. Mais s'il n'y a pas conjonction entre les deux, j'ai peur que ce soit rejeté de ma part parce que je n'ai pas besoin de ça à ce moment-là et que ça entraîne un coût de la part de l'entreprise qui soit beaucoup trop important. Donc c'est le problème d'arriver à conjuguer l'instant T. Bon, ensuite, se passe dans le digital ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres modes de communication et de marketing qui ont précédé. La première entreprise qui a fait un flyer, ça a été, tout le monde en a parlé. Aujourd'hui, on est inondé par les flyers et on les regarde même plus. Oui, c'est là où je vous rejoins. Il y a eu aussi le street marketing, où à un moment on a lancé, enfin dans les grandes villes, il n'y avait que ça, que des expériences incroyables en street marketing, où tout d'un coup la personne lambda se retrouve dans un univers complètement lié à une marque, mais onirique ou pas, enfin bref. Ou même dernièrement, j'ai vu, il y a une campagne en Europe où en fait des personnes qui traversent la rue, il y a un bruit de véhicules ou en fait qui freinent et en fait ils ont peur, donc ils sont pris en photo, ils se retrouvent photographiés 30 secondes après sur une sucette abribus avec leur visage en disant voilà ce qui se passe si c'est leur visage effrayé. Donc en fait évidemment au final, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que le digital, parce qu'il y a beaucoup d'annonceurs aujourd'hui qui vont dire non, moi je ne veux plus passer par les mass médias classiques parce que au final, le digital, c'est ce qui marche le mieux. Donc au final, c'est quoi la conclusion? C'est quand on veut créer une campagne de communication globale, on continue à investir sur du mass média, du street, du digital. Enfin, voilà. Alors, après, ça dépend aussi du produit des cibles, bien évidemment. Sur la communication, je pense qu'il n'y a pas de limite. Ce n'est pas pour autant qu'on peut hyper personnaliser, mais grâce aux médias digitaux, maintenant, on peut se permettre d'être extrêmement créatif, alors qu'auparavant, quand on était coincé dans les médias traditionnels, c'était quand même plan-plan, quoi. On sortait les mêmes messages ou des évolutions des mêmes messages, mais des choses qui étaient adaptées à tout public. Là, dans la mesure où je peux personnaliser, je peux être plus créatif. Et si vous regardez un certain nombre d'entreprises, elles se sont lancées dans des pubs sur les médias digitaux, qui étaient des pubs, enfin des communications qu'elles n'auraient jamais osé faire en dehors des médias digitaux. Parce que c'était un degré de risque, un degré de coût qui était beaucoup trop élevé. Donc sur la communication, je pense qu'il n'y a pas de limite et que là, il y a encore une zone de créativité qui est très importante. Sur le produit, le packaging, les services associés, à un moment donné, on va tomber dans une loi de rendement décroissant. C'est bien beau d'avoir un packaging personnalisé, mais est-ce que c'est pour autant? Bon, alors la première fois, ça va être flashy, ça va être sympa, et je vais m'acheter le packaging qui me correspond. Bon, est-ce que je vais le racheter une deuxième fois, une troisième fois? Est-ce que je suis prêt à payer le coût de cette personnalisation? J'en suis pas sûr. Même chose sur les services, même chose sur un certain nombre de choses. Bon. Puis au final, quand vous interrogez les clients, oui, l'hyper-personnalisation, il est super pour. Mais quand on lui demande est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher, la réponse, elle est instantanément négative. Voilà. Vous interrogez des clients d'une compagnie aérienne, le truc qui ressort souvent, c'est reprendre des douches à bord. Hein, vous l'avez entendu aussi? Oui, voilà. Donc, je peux vous donner le prix supplémentaire que va induire sur le billet le fait qu'il y ait une douche à bord. Puis il y en aura une pour 300 personnes. D'accord? Bon, voilà, quoi. À un moment donné, oui, on ne peut pas répondre à tous les besoins, toutes les attentes des clients, parce que quelque part, on est dans un business model et une structure de coût qui ne le permet pas. Et se pose exactement la même logique sur de l'hyperpersonnalisation. Alors, quand c'est un service, type ce que vous avez eu sur Makeup Genius, etc., il y a le coût de développement de l'application, ça apporte un service supplémentaire.
c'est vrai, ont un niveau de coût qui est acceptable pour l'entreprise. Aller au-delà, ça va être à des niveaux de coûts qui vont être beaucoup plus importants. Et je ne suis pas sûr qu'on s'y retrouve après, financièrement, en termes d'augmentation de marge, d'augmentation de palier moyen, de fréquence, de récence, peu importe l'indicateur qu'on prendra. Par contre, sur tout ce qui peut être self-care, sur tout ce qui peut être maintenance, sur tout ce qui peut être faire découvrir aux clients des nouveaux modes d'utilisation des produits. Là encore, les médias digitaux vont jouer un rôle. Regardez le nombre de tutoriels que vous trouvez maintenant sur Internet. Vous êtes une marque, vous avez fait 50 tutoriels sur la manière dont on peut utiliser vos produits. Les clients y accèdent facilement, y accèdent quand ils en ont besoin, et ça leur apporte vraiment de la valeur. Donc là, sur ce type de choses, on peut encore continuer à innover. Mais c'est plus dans l'accompagnement du produit, ou un service d'accompagnement du produit, que sur le produit lui-même. Alors Arnaud, justement, quel est le pourcentage qu'Aircalin investit dans sa communication digitale, le pourcentage de son budget com? Alors, comme en englobant les dépenses publicitaires, que ce soit les achats de mots-clés, les Google Ads, le référencement naturel aussi, ça coûte des sous, faire du contenu pour que votre site soit ranké tout en haut de la liste Google. Et puis tous les achats publicitaires globalement sur Madame évoquait, y compris sur YouTube. On est à peu près à 30% de nos achats web marketing, marketing logo. Voilà. D'accord, Hein? très bien. Alors justement, c'était la slide que vous avez consacrée aux 5S et la question de Madame, ça m'évoque un sujet où vous mettiez en évidence la réduction des coûts que peut induire le digital. Il y en a un qu'on n'a pas trop évoqué ce soir, mais qui est, à mon sens, une vraie piste pour les entreprises ou les gens qui veulent se lancer dans l'acquisition de trafic sur le digital, c'est la dépense publicitaire, l'optimisation de cette dépense publicitaire. Parce que traditionnellement, toute la publicité offline, si je prends le 4x3 de base, il a deux défauts, ce 4x3. Un, c'est que j'arrive pas à mesurer quel est son impact. Alors je suppose que en première page du Monde, je vais être vu. Je suppose que 4x3 au feu rouge le plus long de Nouméa, je vais être vu. Mais je ne peux pas mesurer le véritable impact de cette publicité et combien elle va m'amener de visiteurs, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et ensuite de gens qui m'achètent un billet tout au bout du funnel d'achat. Donc ça, voilà. Et puis, le deuxième avantage du digital, c'est qu'on peut cibler. Avec le mass média, les 4x3, pour reprendre l'exemple, je m'adresse à tout le monde. En digital, grâce aux technologies qu'on a effleurées un petit peu avec votre présentation aujourd'hui, on va véritablement pouvoir cibler les gens à qui on veut s'adresser de manière assez fine. En achat direct ou en automatique, maintenant, on arrive vraiment à s'adresser à des niches, à des cibles vraiment qu'on a prédéterminées et à qui on va non plus, on ne va plus acheter un espace publicitaire, mais on va acheter de l'audience. C'est la grande différence que peut apporter en matière publicitaire le digital. Vous pouvez très bien, par exemple, vous êtes Aircalin, vous pouvez très bien contacter Facebook et lui demander de faire paraître une annonce publicitaire pour Aircalin sur l'ensemble des profils qui habitent Nouméa et qui, dans la dernière année, ont posté des photos d'Australie, de Nouvelle-Zélande ou de n'importe où ailleurs. Donc, vous ciblerez la population calédonienne qui a voyagé dans l'année précédente. Voilà. Et comme vous avez signé les CGU de Facebook, Facebook peut vendre la donnée. Merci beaucoup. Alors, l'heure tourne, donc je vais vous proposer, en attendant de retrouver Jean-Claude Van Damme faisant un grand écart entre les ailes de deux Airbus d'Aircalin sur la piste de c'est un Tontoutin. fait, c'est moi qui étais la doublure de Jean-Claude Van Damme. Eh bien, bravo Jean-Marc pour votre souplesse. Donc, je vous rappelle que vous avez à l'entrée, auprès de nos charmantes hôtesses, des fiches de renseignement si vous êtes intéressé
Donc pour recevoir de l'information sur les formations qui sont proposées par l'ESSEC à Nouméa via le centre Devenir. Vous pouvez remplir ces fiches d'information et les laisser à nos hôtesses. Vous retrouverez à partir de demain la présentation de Jean-Marc donc sur le site devenir-essec.nc, mais également sur le site de la CCI.nc. Et puis, écoutez, je vous invite à vous retrouver dans la salle d'en face et à rencontrer également, en plus de Jean-Marc et d'Arnaud, Xavier Mouliès, qui est le directeur de Devenir. Et je ne pense pas qu'il porte des strings léopards. Pour petite précision. Voilà. C'est une donnée personnelle qu'on n'a pas partagée. Bonne soirée et merci à vous.